Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup et dont on parle pas vraiment. Et on va voir un peu plus tard pourquoi, parce qu'il y a aussi des bonnes raisons quand même. Et ce jeu, c'est Mashup au service de l'imaginaire. Alors Mashup, à la base, c'est un actual play sur YouTube qui a été créé et me jeté par Monsieur Fall. C'est ce monsieur là qui est juste là. Alors oui, je sais, si vous le connaissez pas, il peut faire un peu peur là comme ça, mais je vous rassure, il est pas si méchant que ça en vrai. Alors, juste deux, trois mots sur Monsieur Fall pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. C'est le créateur du feu site Trick Track, qui a été quand même le deuxième site mondial sur les jeux de société dans les années 2000-2010, juste derrière le site américain Board Game Geek. Donc voilà, c'est pas trop mal quand même. Mais pour en revenir à Monsieur Fall lui-même, c'est une personnalité qui est assez clivante en fait. Moi, je fais partie des gens qui l'aiment plutôt bien. Je trouve qu'il a un regard assez intéressant sur le milieu du jeu. Il a une façon de penser qui est assez atypique. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, si le personnage vous intéresse, allez sur YouTube, il y a plein d'interviews de lui. Ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Et donc, pour en venir à notre sujet, en 2015, il décide de créer son propre jeu de rôle et de le faire en actual play. Et c'est comme ça que Mashup est né. Et mine de rien, cet actual play, il a eu son petit succès, hein. Il a réussi à se former une communauté assez fidèle qui est restée tout au long des 5 saisons que compte la chaîne. Et les 5 saisons, en fait, elles correspondent à 5 campagnes complètement différentes, hein. Ça va de l'univers à la James Bond, en passant par le bon vieux Heroic Fantasy, et plein d'autres univers encore, hein. Je vous laisserai les découvrir si jamais ça vous intéresse. Alors on est très clairement sur un modèle de série télé avec plein d'épisodes d'une vingtaine de minutes environ, pas mal de cliffhangers, des rappels des épisodes précédents, un format dynamique avec plusieurs plans de caméra, et un bon duo de joueurs qui se renvoient la balle et qui ont une belle alchimie entre eux, avec un MJ en plus qui gère parfaitement sa table, donc allez-y franchement, c'est du bon. Alors ok, c'est très bien tout ça, mais du coup, Mashup, ça parle de quoi concrètement? Mashup, c'est d'abord et avant tout un univers en fait, hein. On a l'impression d'être coincé dans le film Brasil de Terry Gilliam, si jamais ça vous parle. En fait, c'est un univers qui est de l'anticipation, de la science-fiction complètement dystopique, où on incarne des personnages qui travaillent pour l'Officine. C'est une entreprise qui est absolument tentaculaire et même carrément totalitaire, on peut le dire. L'Officine, c'est une entreprise absolument gigantesque, à la taille inhumaine, totalement impensable, avec des centaines, des milliers, et peut-être même des millions d'étages, on ne sait pas vraiment en fait. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'on ne sait pas, puisque pour nous, le monde extérieur n'existe pas en fait. Notre monde, c'est l'Officine. Et dans cette suite presque infinie d'étages, on trouve principalement des bureaux avec des gens qui y travaillent évidemment, et surtout une structure très bureaucratique et très hiérarchisée. Avec en plus une particularité, c'est que plus on descend dans les étages inférieurs et plus on régresse dans les technologies qui sont utilisées et dans le prestige des missions qui sont confiées, ce qui fait qu'on pourrait très bien trouver des objets qui semblent dater d'un autre siècle, parce que c'est le cas en fait. Du coup, c'est très dur de situer chronologiquement l'univers de Mashup, d'autant que vous en doutez sûrement, mais on va avoir tendance à commencer l'aventure plutôt dans les étages inférieurs. Mais alors du coup concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans cette officine? Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y a littéralement des centaines voire des milliers de départements différents, mais pour la partie qui nous intéresse, l'officine, elle s'occupe de créer des univers virtuels dans lesquels se déroulent tout un tas d'aventures, un peu à la manière des casques de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui, sauf que là, dans l'univers de Mashup, il n'y a pas de casque, on va passer par une sorte de portail qui va nous projeter directement dans la fiction, et la simulation est tellement de bonne qualité que c'est juste impossible de distinguer la réalité de la simulation. Et donc ces aventures et ces univers virtuels, ils vont être tout simplement commercialisés à des riches clients à l'extérieur qui vont l'utiliser, on imagine, pour s'évader un petit peu de ce monde pas très réjouissant. Et donc avant qu'elles soient mises sur le marché, il faut bien les tester ces aventures. Et c'est là que les PJ rentrent en scène. En fait, les joueuses incarnent des employés du service de l'imaginaire qui ont pour charge de tester les aventures et les univers qui ont été créés par d'autres services de l'officine. Ces univers et les scénarios qui vont avec, donc, ça peut aller tout aussi bien du contemporain avec de l'espionnage ou de l'enquête, par exemple, en passant par du medieval fantasy classique, ou aussi de l'exploration cyberpunk, par exemple. Il n'y a vraiment aucune limite, si ce n'est l'imagination du département des univers, et donc au final de la MJ. Et donc si on résume un peu avec Mashup, on joue un jeu où on incarne des personnages qui, quelque part, jouent un jeu aussi. Donc oui, c'est très méta, et c'est une partie assez importante de Mashup, donc on va s'arrêter un petit peu dessus. En fait, une partie classique de Mashup, ça commence toujours par quelques scènes de vie dans l'officine,
Ça permet d'en connaître un petit peu plus sur l'univers, sur les conditions de vie, les conditions de travail aussi, les collègues, la hiérarchie très bureaucratique, etc., etc. Ensuite, on a généralement une scène de briefing avec le supérieur des PJ qui va un petit peu leur présenter les missions et l'univers qu'ils vont devoir tester par la suite. Et juste après ça, avant de partir en mission en fait, les PJ vont devoir choisir pour leur avatar les différentes compétences qu'ils vont devoir utiliser pour leur mission. Alors bien sûr, ces compétences, elles varient complètement d'une mission à l'autre, hein. Ça peut être combat à main nue, arme à feu, magie, etc. Et on verra un petit peu plus tard précisément comment ça se met en place. Et là déjà c'est intéressant parce que cette phase de choix de compétences, normalement elle se fait hors jeu, on la fait entre nous avant de commencer véritablement à jouer. Alors que là non, elle est complètement intégrée à la narration et à la partie, c'est marrant et ça rajoute du roleplay là où normalement il n'y en a pas. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est pendant la mission elle-même, parce que ce méta-jeu, il va permettre à la MJ de s'autoriser à faire des choses que normalement on n'aime pas trop faire pour pas trop briser l'immersion. Je m'explique. Imaginez, vous êtes en pleine partie et vos joueurs et vos joueuses piétinent. Ils savent pas trop où aller, ils sont un peu perdus, et vous allez essayer de les aider pour les remettre un petit peu sur le chemin de la narration. Alors, il y a plein de manières de faire, hein, bien sûr, mais vous pourriez par exemple décider d'introduire un PNJ qui va aider vos joueurs et vos joueuses. Alors, ça peut être fait plus ou moins subtilement, hein, bien sûr, mais si vos joueuses ont un minimum d'expérience, elles vont assez rapidement comprendre que c'est un espèce de PNJ ex machina qui est envoyé par la MJ uniquement pour les aider, et ça, c'est pas top pour l'immersion. Alors que là, dans Mashup, ce PNJ peut complètement être intégré à la partie sans rompre à aucun moment l'immersion. Bah oui, parce que dans ce monde totalitaire, évidemment, l'officine surveille ses employés pendant leur mission, donc on pourrait très bien imaginer qu'elle envoie des représentants les aider si jamais elle voit qu'ils piétinent trop. Et ce côté méta-jeu et univers virtuel, on peut s'en servir de plein de façons différentes en fait, hein. On pourrait par exemple très bien imaginer des sortes de bugs dans la matrice qui créent des failles vers d'autres univers. On peut aussi très bien penser à des objets anachroniques, mais qui rajouteraient un petit peu de piment narratif, par exemple des pistolets laser dans un univers médiéval fantasy, ou de la magie dans un univers contemporain. Bref, il y a plein de choses à faire. On pourrait aussi très bien importer des sortes de traîtres qui travaillent aussi à l'officine, mais qui seraient là plutôt pour mettre des bâtons dans les roues aux personnages. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, ça ouvre des possibilités narratives qui sont vraiment super intéressantes, je trouve. Donc voilà pour ce qui est de l'univers de Mashup. Alors évidemment, j'aurais pu aller encore plus dans les détails, mais franchement, ça serait pas très intéressant. Et là, vous en savez suffisamment pour savoir si vous êtes susceptible d'aimer ou pas cet univers. Et donc maintenant, on va passer aux règles. Alors pour ce qui est des règles, comme pour l'univers d'ailleurs, je vais les présenter, mais je vais pas rentrer en détail. Si vraiment ça vous intéresse, regardez les actuels plays, vous verrez comment une partie se déroule concrètement. Donc je vais pas rentrer dans chaque détail des points de règle, mais je vais quand même en parler parce qu'elles sont suffisamment intéressantes et originales pour qu'on s'y attarde un petit peu. Tout à l'heure, j'ai parlé de choix de compétences, et en fait, concrètement, votre MJ, pendant cette phase de jeu, elle va vous présenter des cartes, un petit peu comme celles qui sont ici, et vous allez vous les distribuer en équipe en fonction de celle que vous pensez être la plus utile, et en plus de ça, vous allez répartir 15 points. Par exemple, on va dire que je veux que mon personnage puisse grimper un peu partout, donc je vais lui attribuer 4 points sur la compétence escalade. Et puis vous faites ça avec toutes vos cartes compétences pour à la fin obtenir 15 points. On garde ça dans un coin de notre tête et on va s'en servir un petit peu plus tard quand on sera un peu plus avancé dans les règles. Alors on va maintenant passer au cœur du système et en fait c'est cette table de résolution. Alors là comme ça peut faire un peu peur, mais en fait vous allez voir c'est assez simple à comprendre. Mais avant de vraiment rentrer dans le détail de cette table, il faut faire un petit pas en arrière et revenir aux bases des règles. En fait, chaque personnage va avoir 6 compétences, en plus de sa constitution, c'est des compétences qui sont très classiques, vous avez la force, la dextérité, l'observation, le charisme, la volonté et l'intelligence. Vous allez devoir répartir 70 points entre toutes vos compétences, et chaque point va vous permettre de récupérer un petit pion là comme ça tout mignon. Donc celui-là par exemple c'est un pion observation. Donc si j'ai décidé de prendre 12 en observation, je vais récupérer 12 pions comme ça. Mais vous allez avoir des pions différents en fonction des compétences que vous allez choisir. Ça par exemple c'est le pion pour la compétence force. Vous avez aussi ce joli petit cerveau, ça c'est pour la compétence intelligence bien sûr, et vous avez comme ça des pions différents pour chacune de vos 6 compétences. Et donc vous avez compris, au début du jeu, vous allez avoir plein de pions devant vous, mais vous inquiétez pas, au cours de la partie, vous allez pouvoir les dépenser pendant des tests pour améliorer vos chances de réussite, et on verra comment un tout petit peu plus tard.
Petite parenthèse, mais ces petits pions là qui sont vraiment top, je m'en lasse pas. Je les ai trouvés sur un site en fait, c'est tout pour le jeu. C'est un site super avec des tonnes de références. On peut vraiment trouver plein de choses, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Mais j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc ça y est, vous avez réparti vos points, vous avez tous vos petits pions devant vous, vous allez pouvoir enfin commencer à jouer. Donc on va imaginer, vous êtes en pleine course-poursuite et vous voulez vous échapper en escaladant un petit muret barbelé. Bon, là, votre MJ, avant de faire le moindre jet, va vous annoncer un niveau de difficulté. Ce niveau, il peut aller de -9 à +9 au maximum. -9, ça correspond à des actions qui sont quasiment impossibles à réussir, et à l'inverse, +9, c'est des actions qui sont quasiment irratables. Et donc si votre MJ vous annonce par exemple une difficulté de 0, comme c'est pile au milieu entre -9 et +9, ça veut dire que vous avez 50% de chance de réussir. Et là, c'est une action qui est assez difficile, mine de rien, c'est des barbelés, vous êtes en pleine course-poursuite, donc il y a du stress, donc on va dire que votre MJ annonce une difficulté de -3. À ce moment-là, c'est le moment de ressortir notre petite table de tout à l'heure, et on va s'intéresser uniquement à la ligne -3, qui est donc la difficulté annoncée. Et on voit que sur cette ligne -3, il y a 6 zones de couleurs différentes, qui vont du rouge jusqu'au bleu foncé. Si vous êtes dans la zone rouge, orange ou jaune, c'est un échec, et si vous êtes dans la zone vert, bleu clair et bleu foncé, c'est une réussite. Plus précisément, le rouge, c'est l'échec critique, ensuite vous avez l'échec aggravé, l'échec simple, la réussite améliorée, et enfin la dernière couleur, le bleu foncé, c'est la réussite critique. Et donc maintenant, pour savoir si on a réussi notre test d'escalade, on va lancer un dé à 100 faces, et on regarde le résultat obtenu. Donc là, c'est parti. J'obtiens 44. 44, c'est dans la zone entre 20 et 45. Ça veut dire que je suis dans la zone d'échec aggravé. Donc évidemment, après, ça sera au MJ d'interpréter ça comme il faut dans la situation. Mais vous voyez que en fait, les zones sont délimitées à chaque fois par des nombres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se repérer pour savoir dans quelle zone de réussite ou d'échec on se trouve. Mais ce que je vous ai toujours pas dit, c'est comment les dépenses, là, ces petits pions qui sont devant nous et qui demandent qu'à être utilisés. En fait, avant n'importe quel test, la joueuse peut décider de dépenser un ou plusieurs pions en fonction de l'action qui est demandée. Là, par exemple, ici, c'est une action d'escalade, donc ça va demander soit de la force, soit de la dextérité. Et par exemple, elle peut décider de dépenser 3 petits pions force qu'elle va mettre dans un petit sachet opaque, ici. Et tous les pions qu'elle va dépenser au cours de la partie, elle va les mettre dans ce même sachet, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc concrètement, d'avoir dépensé ces 3 pions, ça va me permettre d'augmenter le niveau de difficulté de 3. Alors attention dans le jeu, augmenter le niveau de difficulté, ça veut dire en fait rendre l'action plus facile. Mais on va voir ça avec le tableau, ça sera plus clair. De base, on était avec un niveau de difficulté -3, et donc grâce à ces 3 points de force, je vais passer à un niveau de difficulté 0. Et donc vous voyez que la ligne 0 est beaucoup plus favorable. Alors si je reprends mon lancer 44 de tout à l'heure, je reste encore dans l'échec, mais cette fois je passe d'un échec aggravé à un échec simple, donc ça sera quand même un peu plus favorable. La dernière chose dont je vous ai pas encore parlé, c'est les cartes compétences de tout à l'heure. Rappelez-vous, j'ai mis 4 points sur la carte compétence escalade. Là, typiquement, sur cette action, il va falloir traverser un muret rempli de barbelés. On est sur une compétence escalade, donc je vais pouvoir utiliser cette carte. Et ces 4 points que j'ai mis sur la carte, ils vont agir exactement de la même manière que les pions de tout à l'heure, donc ils vont permettre de rendre l'action plus simple en augmentant la difficulté. Donc là, si je reviens une nouvelle fois à ma table, j'étais donc à un niveau de difficulté 0 grâce à mes 3 pions force, et là, les 4 points vont permettre d'obtenir une difficulté de +4. Et on voit que cette ligne, là pour le coup, est très favorable aux joueurs, et avec mon 44 de tout à l'heure, je passe à une zone de réussite. En plus, l'avantage des cartes par rapport aux pions, c'est que les pions, on est obligé de les dépenser, et une fois qu'on les a dépensés, ils vont dans le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure, et on va pas pouvoir les réutiliser tout de suite. Alors que votre carte compétence escalade, vous l'avez pour toute la partie, et vous avez vos 4 points qui sont garantis. Et pour en revenir aux pions, ils vont en quelque sorte symboliser votre niveau de fatigue. Oui, tant que vous en avez, vous allez pouvoir en dépenser pour essayer d'améliorer au maximum vos chances de réussite en vous surpassant pendant des tests. Mais une fois que vous êtes à sec, vous allez devoir faire vos tests sans bonus, à part si vous avez des cartes compétences bien sûr qui vont avec. Et donc une des composantes assez essentielles quand vous jouez à Mashup, ça va être de bien gérer ces petits pions là, pour pas les dépenser n'importe comment dès le début du jeu, et vous retrouver complètement à court en plein milieu de la partie, et surtout pour les tests les plus importants. Et en fait, le seul moyen que vous allez avoir pour récupérer vos pions dépensés que vous avez mis dans votre petit sachet là, ça va être tout bêtement de vous reposer. Alors ça peut être carrément une nuit de sommeil complète, ou juste vous poser dans un coin pendant quelques heures, et à ce moment-là, votre MJ va vous annoncer le nombre de pions que vous allez pouvoir récupérer,
Et puis après, bah là, c'est comme dans Motus, hein. On prend, on touille, et puis bah, on récupère le nombre de jetons qui nous ont été demandés, et puis on prie pour avoir les pions qui nous intéressent. Voilà, je vais m'arrêter là pour les règles. Il y aura encore pas mal de choses à dire, évidemment, hein. J'aurais pu, par exemple, vous parler des cartes qu'on va utiliser pendant les combats, et qui a un système au tour par tour assez sympa qui rajoute un petit côté tactique, mais bon, voilà, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Et pour en revenir un petit peu à l'univers, l'avantage de Mashup, c'est que tous les scénarios que vous avez déjà sont masheuisables. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter au début quelques petites scènes de briefing, à la fin, au contraire, une scène de débriefing de la mission avec des scènes de vie dans l'officine, et au milieu, bah, vous insérez votre scénario classique. Et du coup, la question qui vient tout de suite, c'est à quoi ça sert de jouer à Mashup finalement? Autant jouer à son scénario classique et pas s'embêter à rajouter une surcouche d'univers par-dessus. Alors la remarque est carrément pertinente, hein, et clairement jouer tout le temps à Mashup, ça serait vraiment un peu lourd à force, mais y jouer de temps en temps, ça rajoute pas mal de fraîcheur, et il y a quand même pas mal d'avantages aussi. Alors déjà rapidement, pour les points qu'on a déjà abordés avant, je trouve que jouer avec les règles de Mashup, c'est vraiment sympa et plutôt original, et en plus, encore une fois, ce côté méta-jeu avec tous les bugs que vous allez pouvoir faire venir, les PNJ traîtres, etc., ça rajoute un lore qui est vraiment super intéressant. Et puis même au-delà de ça, avec son univers clairement dystopique, il y a vraiment plein d'intrigues propres à Mashup qu'on pourrait tout à fait imaginer. Par exemple, il y a quoi à l'extérieur de l'officine? Qu'est-ce qu'il y a aux étages supérieurs? Qui dirige l'officine? Est-ce qu'on pourrait essayer de renverser le régime tyrannique, etc., etc. Il y a vraiment plein d'intrigues super intéressantes qu'on pourrait trouver. Allez, pour terminer cette vidéo, on va aborder le point noir du jeu. Mais où est-ce qu'on peut l'acheter en fait ce jeu? Eh ben malheureusement nulle part. En fait, il y a quelques années, Monsieur Fall, il a commencé à travailler sur une version commercialisable officielle de Mashup, et il a même été en contact assez avancé avec Monolith, qui est un gros éditeur de jeux de société, hein. Mais bon, malheureusement, cette version, elle est un petit peu au point mort aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de Mashup, le jeu de rôle en boutique. Mais bon, clairement, si vous voulez y jouer maintenant, il va falloir mettre un petit peu les mains dans le cambouis et développer au moins quelques outils par vous-même. Après, pour vous aider, il y a un site qui existe avec plein de ressources et qui est géré par Meklar, c'est un fan de Mashup, et il a regroupé plein de documents qu'il a fait. Par exemple, c'est là que j'ai trouvé le tableau avec les niveaux de réussite, mais il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Il y a les dégâts, il y a les cartes actions dont je vous ai un petit peu parlé, bref, il y a plein de trucs. Et en plus, il y a la liste des épisodes, saison par saison, avec même des épisodes un petit peu bonus qui existent sur YouTube. Donc vraiment, allez-y, ça va vous aider. Et en plus de ça, j'ai moi-même fait quelques documents que j'ai mis sur le Google Drive en description, donc bah allez-y, avec ça, vraiment, vous avez de quoi faire. Voilà, c'est tout pour cette présentation de Mashup, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de regarder les actual plays après ça, et même encore mieux, pourquoi pas, envie d'y jouer. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!